Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau rendez-vous, ce nouveau webinaire IF Prof. Alors, moi je suis Martin Lafitte, vous me connaissez peut-être déjà. Je suis responsable des projets en lien avec le développement des publics à l'Institut français de Paris. Je suis vraiment très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler d'outils numériques pour la classe avec nos amis de La Digitale que je vous présenterai dans quelques instants, ainsi que de collègues professeurs qui pourront partager leur expérience de l'utilisation de ces outils. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, bien sûr, hein, toutes nos pratiques pédagogiques ont été bouleversés évidemment hein, avec cette crise de la Covid-19, l'interrogation de tous les collègues sur les outils à utiliser en classe. Je pense que tout le monde s'est posé de très très nombreuses questions sur quels sont les meilleurs outils à utiliser, comment animer sa classe et surtout quels outils finalement sont respectueux de notre vie privée. C'est vraiment des questions qui reviennent très souvent de la part d'apprenants, de la part de parents d'apprenants, de savoir un petit peu comment sont utilisées ces données par ces entreprises qui nous offrent tous ces outils numériques pour la classe de FLE ou autre. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on voulait aborder ces sujets avec vous, avec une compagnie finalement et un projet qui propose des outils respectueux. On va voir un petit peu à quoi ça correspond et surtout responsable pour vous faciliter la vie en classe, en particulier pour vos classes à distance et vos classes en ligne. Voilà, donc avant de vous présenter nos intervenants du jour, quelques petits rappels. Alors, je vois qu'il y a déjà deux, trois questions par rapport aux attestations de participation. Donc, bien sûr, hein, je vais partager dans quelques instants un lien qui vous permettra de télécharger une attestation. Donc, ça, déjà, voilà, je réponds à vos questions. Un replay aussi hein, de ce webinaire sera disponible dès la fin du direct. Donc voilà, on pourra partager tout ça avec vous. Et aussi, donc quelques petits rappels avant qu'on commence. Si vous voulez pas être perturbé par les notifications du chat, hein, tous les messages qui commencent à s'échanger, vous pouvez désactiver la petite clochette en haut de votre écran. Le chat, évidemment, hein, c'est toujours là pour pouvoir échanger entre vous, faire des commentaires, échanger aussi, bien sûr, vos bonnes pratiques, vos conseils par rapport à tous les outils que vous utilisez dans vos classes, par rapport à notre thématique du jour. Et par rapport à vos questions à nos intervenants, s'il vous plaît, encore une fois, on le répète à chaque fois, mais pensez à les écrire dans la partie questions. Ça nous facilitera la vie pour pouvoir un petit peu rebondir sur les interventions et pouvoir partager vos questions avec nos intervenants. Hein, donc, pensez à bien écrire vos questions dans la partie questions. Et enfin, toujours, hein, des petites questions de sondage auxquelles vous pouvez d'ores et déjà accéder et répondre. C'est toujours très précieux pour notre programmation et savoir un petit peu qui vous êtes et si nos programmes de webinaire vous sont utiles dans votre pratique au quotidien. Voilà, donc on va bientôt commencer et je vais pouvoir accueillir, alors tout d'abord, Emmanuel Zimmert. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, Emmanuel, tu es donc expert numérique éducatif, formateur et développeur au Cavilam Alliance Française de Vichy. Bienvenue à toi et encore merci d'être avec nous aujourd'hui pour nous parler de la digitale. Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aussi avec Sarah Delbois. Bonjour Sarah. Bonjour. Sarah, donc toi tu es chef de projet multimédia et chargée de mission projet numérique et formation également au Cavilam Alliance Française de Vichy. Et encore merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour partager un peu ton expérience des outils de la digitale en classe. Merci pour l'invitation. Avec plaisir. Et donc, nous sommes également avec Cynthia Cravot. Bonjour Cynthia. Bonjour. Bonjour, bonjour. Cynthia, toi, tu es enseignante en ligne et doctorante en technologie de l'éducation au Portugal.
et aussi youtubeuse. Tu nous en parleras un tout petit peu aussi tout à l'heure, n'est-ce pas? Ok. Tu donnes des conseils à tes collègues enseignants sur YouTube. Donc, merci à toi d'être avec nous aujourd'hui pour partager ton expérience. Et nous sommes également, enfin, avec deux autres collègues. Alors, j'en vois qu'un seul. Je pense qu'il y a eu un tout petit problème de connexion du côté de Véronica Gutiérrez qui va revenir avec nous. Mais nous sommes déjà avec Andrés Novoa. Bonjour, Andrés. Bonjour, merci pour votre invitation. Ben, avec plaisir. Et toi, Andrés, donc, tu es enseignant de français langue étrangère en Colombie à l'Alliance française de Barranquilla. C'est bien ça? Ah oui, bien sûr. Ouais, c'est ça. Voilà, bah, merci beaucoup. Et donc Véronica nous rejoindra dans quelques instants. Elle est aussi enseignante à l'Alliance française de Barranquilla et voilà, nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui pour partager aussi avec vous leur expérience de l'utilisation de tous ces outils. Voilà, donc sans plus tarder, je vais céder la parole à Emmanuel. Qui va pouvoir un petit peu vous présenter dans les grandes lignes l'origine du projet La Digitale, qu'est-ce que c'est et que signifie donc cette notion de responsabilité dans les outils numériques qu'on utilise dans nos classes virtuelles ou non, d'ailleurs. Je te laisse la parole, Emmanuel. Merci Martin. Alors, je tiens tout d'abord à remercier l'Institut français pour l'organisation de ce webinaire. C'est vraiment une formidable occasion de présenter ce projet. Et je remercie également donc, tous mes collègues qui sont ici présents pour présenter leur utilisation des outils de la digitale. Alors, je vous propose une petite promenade lexicale pour commencer, notamment sur l'adjectif digital, donc souvent utilisé dans son anglicisme en fait, hein, qu'on voit ici, faux amis dans le sens de numérique, mais qui donc à l'origine est bien un adjectif qui est relatif aux doigts, donc des empreintes digitales. Donc un parcours digital en ligne, donc on retrouve souvent ces appellations-là, mais c'est important justement de préciser, sans être puriste dans l'utilisation des termes, mais une digitale, donc, c'est une plante. Pour ceux qui ont déjà utilisé les outils de la digitale, on la retrouve à certains endroits. On aurait pu en faire un petit jeu d'ailleurs, mais on la retrouve notamment en fond d'écran sur Digiscreen. Ce qui est important de savoir sur la digitale, la fleur, c'est que c'est une plante très toxique en fait. Toute la plante est toxique, donc les feuilles, la fleur, la tige. Donc, en voici un exemple, donc une digitale pourpre notamment. Et donc, c'est une fleur donc éminemment toxique, mais bien dosée. Elle est vertueuse, notamment pour le traitement de certaines maladies cardiaques. C'est la dose qui fait le poison. Donc ça, c'est le cas dans beaucoup de choses, hein, et c'est également vrai pour le numérique. Je cite d'ailleurs souvent Marcel Lebrun, technopédagogue à l'Université catholique de Louvain, qui dit qu'une bonne pédagogie avec les outils numériques, c'est d'abord une bonne pédagogie. Donc le numérique permet d'enrichir, de diversifier les pratiques, mais c'est avant tout le scénario pédagogique à la base qui va faire en sorte qu'une activité est réussie ou pas. Alors donc la digitale, le sujet du jour, donc un éditeur d'outils numériques responsable pour l'éducation, donc alors particulièrement destiné bien sûr aux enseignantes et aux enseignants de FLE, qui on va dire est la cible la plus directe, mais dans le domaine éducatif de manière générale, donc enseignants de langue ou autres. C'est pour ça que je précise donc le terme éducation. Donc le lien du site ladigital.dev, donc c'est la page d'accueil du projet que je reprendrai sur les slides suivantes. Alors pourquoi ce projet ? La crise sanitaire n'est bien entendu pas étrangère à la création de la digitale. Je retiens notamment deux étapes. Mars 2020, donc début du confinement. Martin le précisait précédemment dans son introduction, donc c'était bien sûr la panique pédagogique à bord, la course aux outils également,
Et de nombreux collègues au Cavilam et moi-même, on s'est retrouvés finalement face à des outils qui n'étaient souvent plus disponibles. Donc c'était le cas de Padlet, de Framapad, qui étaient tout simplement surchargés par l'afflux de nouveaux utilisateurs et qui finalement avaient des difficultés donc à se maintenir en ligne. Se posait alors une question importante de gouvernance du numérique éducatif, de la centralisation des données. Est-ce qu'une plateforme qui fait tout, sur laquelle on se connecte et à laquelle on confie l'entièreté de sa vie numérique, est-ce que c'est une vie numérique éducative? Est-ce que c'est ça la solution? De la dépendance aux GAFAM également, donc ces grands groupes, ces grandes entreprises du numérique, donc Google, Apple, Facebook, Amazon, Microsoft, donc pour l'acronyme GAFAM, mais également les grands acteurs de l'EdTech. Donc un certain nombre de questions se sont posées à ce moment-là. D'ailleurs, on pourra y revenir plus tard, mais c'est un des objectifs également de la digitale, un objectif à moyen terme, je dirais, de pouvoir proposer tous les outils que vous présenteront mes collègues et donc tous les outils disponibles sur le site, de pouvoir en faire également des instances locales. C'est-à-dire que ça ne soit pas utilisable qu'à travers le site de la digitale, mais que ça puisse être déployé également de manière locale dans les institutions, dans les établissements éducatifs. Justement, dans cette idée de gouvernance du numérique, d'être maître, d'être acteur, et de détenir en fait les données numériques de ces apprenants et de ne pas dépendre justement des grands groupes cités précédemment. Un deuxième point, j'ai souvent ressenti un sentiment d'insatisfaction durant les formations animées ces derniers mois. Juste un petit élément de contexte, avant la crise, je me basais souvent sur des logiciels en fait dans mes présentations quand c'était possible, car le logiciel justement donc ne nécessite pas d'inscription en ligne, peut être utilisé sans connexion Internet. J'avais toujours à cœur de pouvoir présenter des outils qui ne nécessitent pas de connexion Internet, car beaucoup de classes dans le monde n'ont pas accès à Internet tout simplement. Donc c'était une réponse aux réalités quotidiennes des enseignants de français. Et donc là, avec la crise sanitaire, tout finalement s'est fait en ligne. Et donc ce sentiment d'insatisfaction, je l'ai ressenti à plusieurs niveaux, notamment sur les outils recommandés, avec un certain nombre d'outils des EdTech qui reposent sur un modèle freemium. Donc on peut créer 3 quiz, 3 contenus interactifs. Après, il faut payer l'outil pour pouvoir continuer à l'utiliser. En tant que formateur à l'utilisation d'outils numériques, c'est un modèle assez peu satisfaisant. Ça fonctionne le temps de la formation, mais l'idée, c'est également de fournir des outils pérennes. Donc de fournir des outils dont les fonctionnalités sont bridées ou qui présentent des bandeaux publicitaires ou différents autres éléments qui ne sont pas recommandables, je dirais. Ça a un côté assez peu satisfaisant quand on est formateur à l'utilisation du numérique. Et donc, c'est vraiment essentiel de proposer des solutions durables, si possible gratuites, car beaucoup d'enseignants de français dans le monde n'ont tout simplement pas les moyens d'acheter des outils numériques. La question de la gratuité se pose différemment à l'échelle de l'institution, bien sûr. L'idée, c'est pas de proposer du numérique totalement gratuit à tout moment, mais en tous les cas, connaissant très bien le public des enseignants de français, là, ça me semble être vraiment un prérequis indispensable quand on propose un outil numérique. C'est également important de rappeler les objectifs, justement, en tant que formateur à l'utilisation des outils numériques. Donc, bien sûr, développer les compétences numériques des enseignantes et des enseignants, donner de l'inspiration et dynamiser les pratiques pédagogiques avec des supports originaux et des exemples d'activités, mais également prodiguer une culture numérique et sensibiliser à un monde et à des pratiques souvent méconnues. Donc ça, c'est vraiment un point très très important, je pense.
En bref, la digitale devait répondre à une question simple. Comment être en paix avec ses convictions tout en proposant des outils utiles et pérennes aux enseignantes et aux enseignants? Donc, c'était vraiment ça le point de départ du projet. À travers ce projet, j'avais également envie de montrer qu'un autre numérique est possible. Donc humain, artisanal, donc digital, fait avec les, avec les doigts, sans marketing à outrance et sans collecte de données. C'est justement la partie un petit peu responsable du projet. Alors, qu'est-ce qu'un outil numérique éducatif responsable? Si on avait été dans d'autres conditions, on aurait pu y réfléchir collectivement. Là, dans le cadre du webinaire, c'est assez peu approprié, donc je vais vous donner quelques éléments de réponse. Mais dans le cas des outils de la digitale, c'est essentiellement des choix faits dans la conception. Par exemple, pas de cookies tiers. Donc, pas de bandeau de gestion des cookies. Vous savez, ces fenêtres qui apparaissent dès qu'on arrive sur un site, donc on doit accepter. D'ailleurs, on ne sait souvent pas trop ce que l'on accepte si on ne regarde pas dans les détails. Donc, pas de cookies, ben, ça veut dire pas besoin de mettre de fenêtre. Donc, un confort d'utilisation augmenté. Pas de collecte de données non plus. Alors, l'hébergeur chez lequel les outils de la digitale sont hébergés fournit des données à minima. Donc, je connais le trafic mensuel des outils. Donc là, on est à peu près à entre 10 et 12 000 visiteurs uniques chaque mois. Donc, sachant que le projet a été lancé le vendredi 13 novembre 2020. Donc, la date est assez facile à retenir. Donc, c'est plutôt pas mal après un peu plus de 3 mois de disponibilité des outils. Donc, l'hébergeur me donne quelques statistiques, les pays également dans lesquels la digitale est utilisée, mais il n'y a pas de Google Analytics, aucun script n'est ajouté sur les outils eux-mêmes. Donc, de mon côté, les utilisateurs de la digitale sont totalement anonymes, à part si on me contacte. C'est souvent le cas d'ailleurs à travers la page d'accueil du projet pour envoyer un message, mais sinon, je n'ai absolument aucune information sur les utilisateurs et surtout pas leur adresse mail. Car, comme vous le savez, c'est souvent une technique marketing de collecter les adresses mail pour après vous envoyer des infolettres, des produits à vendre. Donc là, vous pouvez utiliser les outils de la digitale absolument sans communiquer votre adresse mail et sans communiquer aucune information personnelle. Donc, pas de publicité, bien sûr, hein, donc ça, c'était également un choix de départ. Le choix d'un hébergement vert, donc les outils de la digitale sont hébergés chez Infomaniac, donc un hébergeur en Suisse. Et également, après, bon, tout un ensemble de petits choix dans le design, l'utilisation d'images compressées, par exemple. Je vous proposerai dans le cartable du webinaire un outil. Donc, ça peut paraître anodin, mais finalement, on utilise tout un ensemble de médias au quotidien en ligne qui utilisent des données, qui ralentissent le chargement des pages et pouvoir optimiser les médias, que ce soit la vidéo, les images, facilite le temps de chargement des pages, les rendent le chargement plus rapide et donc augmente également le confort d'utilisation des outils. Donc les outils de la digitale font partie de ce qu'on pourrait appeler un développement numérique durable, donc pour toutes les raisons évoquées précédemment. Donc vous pouvez d'ailleurs tester, il y a un site qui s'appelle Website Carbone qui permet de voir l'impact carbone d'un site internet. Donc là, on a les résultats de DigiTools que nous présentera Cynthia par la suite. Donc ça également, les choix dans la conception permettent justement d'obtenir des pages optimisées et qui sont pour l'utilisateur tout simplement plus légères à charger. Mais ça fait du bien à la planète également. Alors, un rapide panorama, là je ne vais pas présenter les outils dans le détail, mes collègues en présenteront certains, juste pour faire un petit peu le point sur ce qui est disponible aujourd'hui.
Donc 11 applications en ligne, donc c'est les applications DigiScreen, DigiPad, DigiDoc, DigiBunch, etc. Donc là, c'est tout simplement une capture d'écran de la page d'accueil du site de la Digitale. Je signale juste les deux boutons que vous retrouvez sur chaque carte, donc le bouton Découvrir et le bouton Utiliser. Donc le bouton Utiliser vous renvoie directement à l'outil. Le bouton Découvrir vous renvoie vers un article de blog, donc le blog de la Digitale, qui vous permet de voir le bénéfice pédagogique de l'outil, donc des exemples d'usage. J'ai pour projet par la suite d'ajouter des tutoriels également. Mais donc le bouton Découvrir vous permet de proposer quelques idées d'utilisation. Donc deux logiciels, Logiquiz pour créer des contenus H5P hors ligne et Logimix qui permet de créer des capsules audio. Ça, Logimix, j'en parlerai un petit peu à la fin du webinaire. Et un système d'exploitation, donc ça d'ailleurs c'était le projet un petit peu de départ de la Digitale, là, on se situe en 2017, où l'utilisation des outils en ligne n'avait pas encore totalement envahi le paysage numérique éducatif, et où je travaillais beaucoup à la réalisation d'un espace numérique de travail totalement hors ligne, donc qui permet d'intégrer le numérique dans des salles de classe qui ne sont absolument pas connectées. Donc en créant, d'ailleurs, je l'ai à côté de moi ici, donc c'est avec un petit boîtier, un petit ordinateur, un Raspberry Pi, donc qui crée un réseau Wi-Fi autonome sur lequel les apprenants peuvent se connecter avec leur téléphone portable et donc accéder à des supports, des quiz, des activités, etc. proposées par l'enseignant. Donc tout cela hors ligne. C'était le premier cheval de bataille de la Digitale qui aujourd'hui malheureusement n'est plus trop d'actualité vu que il y a assez peu de cours en présentiel, mais qui reste en tous les cas un des projets forts de la Digitale. Donc, trois grands types d'outils, des outils collaboratifs, donc Digipad, Digistorm, Digidoc, donc sur lesquels vous pouvez donc soit rédiger des textes, construire des murs multimédia, mettre en place des quiz en temps réel. Des outils de création, donc c'est la grande majorité des outils proposés à l'heure actuelle. Donc, créer des nuages de mots, créer des compositions graphiques, créer des capsules audio. Et des outils d'animation. Donc, DigiTools et DigiScreen que nous présenterons Andrés et Véronica. Donc, qui sont là des outils pour tout simplement animer des activités. Sur chacun des outils de la Digitale, vous retrouvez ce que j'ai appelé le hub, d'ailleurs, qui est une icône qu'on retrouve sur d'autres outils. Cette icône, en cliquant dessus, ça vous donne l'intégralité de la liste des outils disponibles. Donc, ça vous permet de basculer de manière assez simple d'un outil à l'autre. Des outils simples, donc chaque outil de la Digitale fait une chose, mais on essaye de la faire bien. Mais ce sont des outils exigeants, dans le sens où ils nécessitent de l'organisation pour récupérer les liens, les archiver, pouvoir les récupérer. Donc on a, à part sur Digipad, qui permet de créer un compte utilisateur, donc sans adresse email, mais sur les autres outils, donc c'est important de récupérer les liens, de les copier-coller, de les mettre dans un document. Donc ça correspondait assez bien au fonctionnement que j'avais moi-même pour les formations. Je créais un dossier sur mon ordinateur par séance de formation, donc, et j'y consignais les différents documents et les liens dans des fichiers texte. Donc ça marchait assez bien dans la manière dont j'organisais le travail. Mais en tous les cas, donc ça c'est vraiment un point important. Les outils de la Digitale permettent également de travailler la mémoire, car ici, pas de notification, pas de rappel par email, tout simplement parce que les outils ne connaissent pas votre adresse email. Donc, c'est une autre approche du numérique. Ce n'est pas un numérique qui essaye de contrôler votre vie, d'optimiser votre vie au maximum, mais c'est plutôt des outils qui sont
qui peuvent être utilisés par l'enseignant, qui sont maîtrisés, entre guillemets, par l'enseignant. Donc, ce n'est pas l'outil qui va prendre la main sur la dimension pédagogique. Mais en tous les cas, ce sont vraiment des points importants à avoir en tête. Donc, de bien récupérer les différents liens, de toujours les prendre en note quelque part dans un document texte ou autre. Je fais pour terminer la présentation un rapide parallèle avec la gastronomie. Donc, pour faire des bons petits plats à la maison, ça demande des efforts. Il faut éplucher les légumes, il faut faire cuire la viande, la sauce, etc. Donc, je dirais que pour la digitale, c'est un petit peu la même approche. On peut décider de manger rapidement en allant manger un hamburger dans un fast-food, mais si on veut justement avoir le choix du fait local, de l'artisanal, donc ça demande un petit peu plus d'efforts en termes de collecte de liens, d'archives, de données. Donc ça, c'est vraiment un point important sur lequel j'ai souvent des questions. Donc c'est important de le préciser. Alors, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Sarah. Oui, merci. Alors, juste avant de passer la parole à Sarah, peut-être une ou deux petites questions là qui sont apparues. Oui. Mais tu peux tout à fait apparaître à l'écran, Sarah, hein, pas de problème. Alors, on pose quand même beaucoup la question sur est-ce que ces outils sont gratuits, tous les outils de la digitale. Qu'est-ce que tu entends exactement? Est-ce que tu peux revenir juste sur la notion de liberté en fait d'outils numériques libres? Oui. Est-ce que c'est un critère vraiment fondamental ou pas? Et question du coup qui découle de tout ça, c'est si tous ces outils sont gratuits, comment tu fais pour financer ce projet? Voilà, juste deux, oui. trois. Alors effectivement, c'est important. J'ai pas parlé du modèle économique. Donc les outils sont bien gratuits. Hein. C'est tellement évident que j'oublie, tellement évident pour moi que j'oublie souvent de le préciser. Donc c'est important donc pour différentes raisons comme évoqué précédemment, c'est beaucoup d'enseignants de français dans le monde n'ont pas la possibilité d'acheter des outils. Donc c'est un petit peu un cadeau entre guillemets fait à la communauté des enseignants de français, mais de langue et des enseignants de manière générale. Donc alors pour l'instant les outils sont financés de deux manières. Donc alors c'est un investissement personnel à la base, donc sur le développement des outils et la mise en ligne. Et il y a un système de dons. Donc sur Open Collective, donc vous retrouvez le lien en bas de chacune des pages. Si vous souhaitez soutenir ce projet, donc avec un petit cœur à côté, donc on retrouve le lien sur chacun des outils. Donc pour l'instant, ça fonctionne à peu près en flux tendu. Les dons permettent de financer l'hébergement. C'est important toutefois, je le précise, car j'ai parlé d'outils numériques durables. Même si les dons ne permettent pas à un moment de ne pas financer complètement l'hébergement des outils, car il s'agit de ça en fait, hein, de l'hébergement, les outils de la digitale ne disparaîtront pas. Il y a simplement des limites en termes de capacité serveur. Pour l'instant, on est à 10-12 000 utilisateurs. Si on passe à 50 000, forcément, ça va avoir un impact financier. D'où justement la solution proposée par la digitale de proposer des instances locales. Donc en gros, qu'un établissement X ou Y ait les mêmes outils que ceux proposés par la digitale, sauf hébergés par ses soins. Donc qui se répercutera donc sur le budget direct de l'établissement, mais c'est pas des budgets d'hébergement très élevés pour l'instant, c'est 50-60 € par mois, on va dire les outils. Alors les outils ne sont pas les outils à l'heure actuelle ne sont pas libres. Alors c'est important de préciser ce que désigne le mot libre. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas open source. Vous ne les trouverez pas en téléchargement. Vous ne trouverez pas tout le code sur des plateformes traditionnelles de développeurs ou autres. Je me suis longtemps posé la question car les outils de la digitale eux-mêmes s'appuient sur des outils open source libres, dont les licences permettent la réutilisation. Mais
étant donné que la digitale reprend un certain nombre d'outils qui eux-mêmes existent dans des versions, dans des déclinaisons commerciales, j'avais pas peur, mais je voulais limiter en tous les cas le risque que le code soit réutilisé en transformant les outils qui sont proposés gratuitement en outils payants, ce qui se fait très souvent, et bon nombre de projets libres ont été abandonnés par leurs créateurs tout simplement car ils n'arrivaient pas à lutter contre la dimension mercantile qu'on faisait de leur code qu'ils mettaient à disposition librement. Donc les outils ne sont pas libres au sens open source du terme. C'est encore en réflexion, mais en tous les cas totalement gratuits. Ils le resteront, donc ça c'est un engagement de la digitale, pas de publicité, enfin tout ce que j'ai évoqué avant, donc gratuité et durabilité. Merci beaucoup pour ces précisions. Et du coup, on répond à une autre question. Parce que je ne sais pas si c'était très clair sur la nécessité ou pas de créer un compte pour accéder à ces outils. Évidemment, non. Non, d'ailleurs, on peut même pas en créer de compte sur la plupart, à part Digipad dont vous parlera Sarah. Justement, c'est le seul qui propose la création d'un compte, mais sans adresse email. Tous les autres sont accessibles sans compte. C'était une des exigences également en tant que formateur à l'utilisation des outils numériques. C'est difficile de demander pendant une formation à un utilisateur, à un enseignant de créer un compte. Donc c'était vraiment un prérequis, et c'est pour ça que je parlais d'outils exigeants, car il faut un minimum d'organisation. Donc il faut bien, une fois que vous avez créé un document, si vous fermez votre navigateur, le document, vous ne le retrouverez pas, enfin, à part en allant dans l'historique, mais il faut bien récupérer les liens, donc ça demande un petit peu d'organisation. Donc un outil responsable s'adresse à un enseignant responsable. Responsable, c'est ça. La devise du jour. Merci beaucoup pour ces précisions, Emmanuel. Et du coup, on va aller rentrer vraiment dans le concret du concret avec Sarah, qui va pouvoir du coup nous expliquer un peu plus comment elle utilise les outils, certains des outils de la digitale du coup en classe. Merci Martin et merci pour l'invitation. Bonjour à tous et à toutes. Alors de mon côté, je vais parler de deux outils. Le premier, c'est Digipad. Donc, je vais partager mon écran. Digipad qui est en fait un espèce de mur collaboratif où les étudiants peuvent venir poster ce qu'ils veulent en fait, des liens, des réponses, etc., etc. Et pour vous le présenter, je vais partir d'une séquence de classe parce que ce mur collaboratif, en fait, il me permet aussi d'organiser ma classe virtuelle à l'avance. Et ça, c'est un sacré atout. Donc là, vous le constatez, hein, j'ai déjà tout préparé. J'attends plus que mes étudiants en classe virtuelle. On va travailler sur une situation d'achat. Donc là, en l'occurrence, dans une boulangerie. Et l'avantage donc sur ce mur collaboratif, c'est que j'ai tout mon chemin de classe, ma feuille de route qui est visible. Je sais exactement ce que je vais leur proposer et j'ai déjà tout organisé au même endroit. Ça m'évite une chose qui est quand même assez embêtante quand on est en classe virtuelle, c'est-à-dire de naviguer entre l'outil de visioconférence et puis les onglets Internet. Là, j'ai pas à sortir de mon pad une fois qu'il est créé. Et vous allez le voir, je vais ouvrir chaque ressource, chaque document collaboratif où les étudiants peuvent écrire. Et en fait, on reste ici, on n'en sort pas. Je reviendrai peut-être brièvement sur l'étape de création d'un pad, mais très, très brièvement. Donc là, il est créé, j'attends donc mes étudiants. La première tâche, ce sera une compréhension de l'audio. Donc, je ne vais pas jouer tout le fichier audio, juste quelques secondes. Hop, voilà. Situation 2. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur, vous désirez? Je vais prendre 2 baguettes et 4 pains au chocolat. Voilà, donc vous, vous comprenez le principe. Donc, pourquoi j'ai mis ça, une compréhension de l'audio directement sur mon pad? Parce que au fil du temps, au fil des séances de visio avec les étudiants, on se rend vite compte que quand on partage notre écran, même si on partage le son parfois, l'étudiant, son à lui, il est parfois problématique. Moi, j'ai une préférence pour laisser la compréhension de l'audio à faire de manière autonome. Et vous avez vu, il y a même la consigne. Ça m'empêche pas d'accueillir mes étudiants, voilà, de faire une petite activité brise-glace. Et ensuite, tout ce que j'ai à faire, c'est copier le lien de mon pad et leur envoyer et leur dire, faites l'exercice compréhension de l'audio. Ils ont la consigne aussi, je peux leur donner à l'oral, pas de souci. Mais en tout cas, cette partie-là, elle est autonome. Et vous l'avez vu, pareil, hein, répondez aux questions sur une feuille de papier. Bah là, c'est un truc que je fais très fréquemment, c'est-à-dire que on n'a pas besoin de leur faire écrire tout le temps
quelque chose sur un texte collaboratif, une petite texte collaboratif ou voilà, un truc digital, numérique. On peut aussi leur demander d'écrire sur une feuille de papier et après, quand on descend sur la mise en commun, là, effectivement, je les sollicite à l'oral. Donc j'ai la main, j'ai la main sur le pad, ils ont aussi la main sur le pad. S'il s'agit de mettre les réponses en commun, je vais simplement reposer la question, où se passe la scène? Je vais leur demander d'activer les micros et pendant qu'ils me répondent, je vais moi-même écrire les réponses ou je vais solliciter mes étudiants pour qu'ils les écrivent. En fait, il y a plein de possibilités, ça dépend du confort de chacun et ça dépend des habitudes de chacun. Voilà, donc la scène se passe à, et effectivement, la scène se passe. Je vais juste écrire la phrase pour que vous voyez le résultat, en fait, à la boulangerie. Voilà. Et donc, je valide ma réponse et vous allez voir, voilà, elle est postée ici. Et en fait, soit sur sollicitation orale, soit autrement, soit sollicitation écrite, on peut compléter le document ensemble, ce qui est assez chouette. Pour une classe comme celle-ci, en fait, j'ai créé plusieurs catégories. Vous l'avez vu, j'ai des colonnes, compréhension de l'audio, lexique. Donc là, c'est pareil. Ça, c'est mon écran de prof. Moi, je vais changer d'écran, mais vous n'allez pas le voir. Et je vais écrire en fait directement. Donc la consigne ici, c'est écrivez ce qu'on peut trouver dans une boulangerie en général. Postez vos réponses dans les commentaires. Alors, je vais changer d'onglet. Je vais me mettre en navigation privée pour que vous ne voyez pas ce que je fais. Et faites comme si j'étais une étudiante, une de mes étudiantes. Je vais poster des mots. Escargot, pain au chocolat. Voilà, hop, super. Donc, je poste. Excuse-moi de t'interrompre, excuse-moi Sarah, mais du coup, les apprenants, eux, comment ils ont accès à ce pad? Avec le lien qui est juste en haut là. Donc, je vais revenir sur ça très brièvement, Martin, vers la fin. En fait, il faut créer un pad. On a une interface là que vous voyez. Ça, c'est quand j'ai créé mon compte avec mon adresse mail. Quand je crée un pad vierge, il me demande un titre. Donc là, par exemple, ce serait situation d'achat. Hop, créer. Et ensuite, j'ai un lien tout en haut de mon navigateur. C'est ce lien qu'il faut que je partage. Voilà. Ça répond à la question. Et donc, pour revenir à mon écran, regardez ce qui s'est passé. Vous ne m'avez pas vu écrire normalement et vous voyez quand même qu'il y a un petit 1 ici. Donc oui, j'ai fait comme si j'étais étudiante et j'ai 2 réponses. Qu'est-ce qu'on peut trouver dans une boulangerie? Escargot, pain au chocolat. Si je veux, toujours, moi le prof, je peux modifier les réponses. Alors, escargot, c'est pas tout à fait faux dans une boulangerie, donc je vais garder la réponse. Escargot au chocolat, on a ce type de pâtisserie, donc j'accepte, mais je le modifie. Et ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, hop, super, et je valide. Et donc, je peux continuer à modifier les réponses de mes étudiants aussi, les consulter. Là, mettons que j'ai 10 étudiants, j'aurai 10 commentaires, par exemple, ou un peu plus s'ils écrivent mot par mot. Donc, je ne vais pas m'attarder en fait sur tout ce qu'il y a dessus. Par contre, sur une fonctionnalité que j'aime vraiment beaucoup et que je trouve hyper utile, c'est ça. Donc, cette icône-là, elle correspond en fait à la possibilité d'intégrer des documents collaboratifs directement dans un pad. Alors, je vais vous montrer où ça se trouve. Déjà, document collaboratif, je vais l'ouvrir et vous allez le voir, c'est en fait un document sur lequel plusieurs personnes peuvent écrire en même temps. Si vous connaissez Google Doc, vous savez de quoi je parle. Si vous connaissez Framapad, vous savez aussi de quoi je parle. En fait, on clique sur cette icône et on se retrouve sur un document commun. Là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai préparé déjà mes groupes. Donc, l'onglet ici, la catégorie, c'est production écrite en binôme. J'en ai pas dit plus, mais comme je veux travailler toutes les compétences, à la fois orales et écrites, je voudrais qu'ils me créent un petit dialogue chacun par groupe. Donc, imaginons que j'ai 6 étudiants ici. J'ai créé donc trois groupes, Lana, Martin. Lana et Martin savent que c'est leur groupe. Ils vont venir cliquer sur leur document collaboratif, donc à partir de l'adresse du pad. On est encore sur le pad. Ils vont augmenter un petit peu la taille de leur document collaboratif. Et moi, je vais pouvoir suivre en fait ce qu'ils écrivent. Donc, vous allez le voir, je vais me prendre pour Lana et Martin. Bonjour. Là, vous devriez voir que ça écrit bonjour madame. Et ensuite, je peux avoir aussi les réponses de Martin qui vont s'afficher. Hop, je vais essayer d'y répondre tout de suite. Bonjour monsieur, etc., etc. Hop, bonjour. Donc, je vois mes études. Je vais faire des fautes. Je vais faire des fautes. Bonjour monsieur. Hop. Donc, vous voyez en fait que les étudiants écrivent et vous voyez ce qu'ils écrivent en direct. Moi, je suis sur le pad et je les vois écrire. Je peux aussi, en bas à droite, leur parler directement depuis ce pad. Je peux leur envoyer un petit message. Je peux dire, Martin, tu as oublié une lettre. Tu as oublié le O à bonjour. Voilà. Et ils vont recevoir mon message et ils vont pouvoir réajuster leur dialogue au fur et à mesure.
une fois que je suis allée voir ce qu'un groupe faisait, je peux fermer ma fenêtre là, hop, la réduire ou la fermer, peu importe. Et je peux passer voir ce que les autres font. Chez Andrew et Brizio, par exemple, pareil, je vais ouvrir. Voilà, Andrew, c'est le pâtissier, Brizio, c'est le client, ils ont une situation et je vais les voir de la même manière que j'ai vu mon premier groupe écrire, je vais voir ce qui se passe en direct. Moi, ça me permet de suivre en fait 3 productions écrites, voire plus. Je peux créer autant de documents collaboratifs directement dans SPAD que je veux. Mais c'est vraiment, c'est top dans le sens où je peux tout suivre. Je me promène, voilà, ici, je vais voir ce qu'ils font. Quand j'ai commencé à les encourager ou modifier quelques petites choses, bah, je passe sur le deuxième et je continue le même processus jusqu'à ce que mes étudiants aient terminé leur production écrite. Imaginons qu'ensuite on veuille exploiter ces productions, eh bien on peut demander aux apprenants de réactiver le micro et puis de jouer leur situation, de jouer leur dialogue à l'oral sur Zoom. De toute façon, ils voient leur texte, eux. Donc, ça permet de faire un certain nombre de choses. Comment je crée ces documents collaboratifs? Bah, regardez sur la gauche, vous avez un petit onglet paramètres. Je clique dessus et c'est là que ça va se passer. Cette case-là, document collaboratif, elle est désactivée par défaut. D'accord? Donc, la première étape, quand on crée un pad, si on veut pouvoir lancer des productions écrites simultanées et puis se balader dans chaque sous-groupe, il faut bien aller activer la case document collaboratif à partir de l'onglet paramètres. Ça, c'est la première chose. La deuxième, c'est que, donc là, j'ai un petit plus. Et bien, si je veux créer un document collaboratif, c'est simple. Je vais cliquer sur le petit plus là en bas, hop. Je vais mettre un titre. Donc là, j'ai mis les noms de mes binômes. Hein. Je vais mettre Emmanuel et Cynthia. Voilà, hop, ils sont ensemble. Et ensuite, je vais simplement cliquer ici sur créer un document collaboratif et il va me le créer automatiquement. Et je vais valider et pouf, une fois qu'Emmanuel et Cynthia auront le lien vers mon pad général, ils pourront venir cliquer sur leur groupe et ils atterriront sur le même document. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Donc, vous l'avez vu, la vignette par défaut, elle est comme ça, c'est 2 ampoules qui se serrent la main. C'est chouette, mais parfois, on veut aussi changer l'ampoule. On veut changer la vignette. Donc, il suffit en fait de recliquer regardez, de cliquer sur le petit crayon si jamais on ne l'a pas fait déjà de base. Et tout en bas, vous avez modifié la vignette. Donc, ça, c'est en fait modifier l'image. Donc, je vais regarder si je n'ai pas une petite image. Elle est toujours la même. Je vais mettre des pansements. Ça n'a aucun lien, mais pour que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble une fois que c'est modifié. Voilà, donc ma vignette a changé. Si jamais je trouve des images qui correspondent exactement à ma thématique, je peux tout à fait changer les images. Hein. Et enfin, ce que j'aime beaucoup aussi, et je vais m'arrêter là sur Digipad, c'est que on peut aussi demander des devoirs. C'est-à-dire que là, j'ai mis une situation, hein, votre meilleur ami organise un grand barbecue samedi prochain pour 15 personnes, sa voiture ne marche pas, il vous demande de commander de la viande par téléphone à la boucherie, bon, soi-disant pour aller, sous-entendu, pour aller la chercher, et je leur demande d'enregistrer un message vocal sur le répondeur de la boucherie pour commander des quantités. Bon, alors, vous vous demandez, on peut enregistrer des choses par message vocal? Non, pas directement sur le pad, mais on peut venir poster en fait nos audios directement sur le pad. Donc pour ça, il suffit qu'ils cliquent sur enregistrement des messages audio et j'ai préparé un document collaboratif. Hein, vous avez vu, c'est juste la vignette qui n'est plus les 2 ampoules et une main, c'est une vignette micro et casque pour que ce soit clair qu'ils doivent cliquer ici. Je leur donne rendez-vous sur un outil d'enregistrement en ligne. Je leur donne la consigne. J'ai déjà écrit leur nom, comme ça, je suis sûre qu'ils viennent poster leur message de manière non anonyme, donc nominative, hein, à côté de leur nom, et je récolte les devoirs. Moi, j'attends que les devoirs soient faits et je retourne sur ce pad pour écouter les messages vocaux laissés à la boucherie. Donc, finalement, ça, c'est une exploitation. Si je retourne sur l'interface générale, vous voyez, moi, j'ai un certain nombre de pads. Hein. On peut faire voilà, ce type de choses. Que pensez-vous des aliments trempés dans le café? On peut demander aux étudiants d'écrire leurs commentaires ici, hein, leurs opinions. Donc, on peut travailler l'opinion, on peut travailler la grammaire, on peut travailler les adjectifs possessifs, on peut travailler absolument tout ce qu'on veut tant qu'on arrive à trouver un système d'organisation. Voilà. Je vais peut-être passer à Digistorm parce que je vois que le temps passe. Donc, pour le pad, si vous avez des questions, bien entendu, après, il n'y aura pas de souci pour y répondre. Maintenant, je vais très brièvement parler de ce petit outil Digistorm qui permet donc de faire des sondages ou des remue-ménages. Moi, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire avec une activité qu'on peut faire à partir de remue-ménage. Donc, voilà, je vais créer.
hop, je vais mettre un titre. Donc, imaginons qu'ici, on travaille les adjectifs. Moi, j'ai souvent des petits niveaux, hein, donc je fais des choses de petits niveaux. Et là, j'ai type d'interaction, sondage ou remue-ménage. Je vais choisir remue-ménage et je vais créer. À partir du moment où je crée, donc je peux ajouter ma question, bien sûr. Ici, ce sera quelle qualité ou défauts font partie de vous. Voilà, un truc bien personnel. Donc là, je vais mettre mes catégories, qualité, défaut. Et donc, je vais pouvoir lancer mon remue-ménage. Hop, voilà. Et le lien qui est ici, hein, qui est copiable, collable, eh ben, c'est le même que celui qui est dans le navigateur. Donc, je vous montre simplement, je copie ce lien qui est à destination de l'étudiant. Hop, je le colle dans mon navigateur. Donc, si l'étudiant entre ce lien dans son navigateur ou s'il est sur portable, il atterrit sur cette page et vous voyez, il y a plusieurs cases à cocher. Il y a la question, pas de souci. Donc, qualité, allez, on va exagérer un peu, exceptionnel, défaut, prétentieuse. Voilà, comme ça, j'ai une qualité et son contraire. Bien entendu, si on veut être sérieux, sérieux, ça rentre dedans, hein. Chacun vient avec quelques qualités et défauts. Sérieux, patient. Ah, patient, sérieux, je l'ai mis dans défaut, mais ça, c'est dans qualité, bien sûr. Patient, voilà. Donc là, j'ai 4 adjectifs, mais bien entendu, si j'ai une grosse classe, je vais me retrouver avec plein d'adjectifs et leur contraire. Voilà ce que ça donne sur l'écran du prof. Donc, qu'est-ce que je peux en faire, en fait, puisque à la fin, on se retrouve avec un espèce de mur, un espèce d'écran plein d'adjectifs. Je vais quand même en mettre quelques autres. Rigoureux, hop, paresseux. Voilà, je vais paresseux. C'est considéré comme un défaut, mais là encore, tout est discutable. Paresseux et actif. Voilà, hop. Donc, j'en ai un peu plus. Et ce que je peux faire, donc ça, c'est plutôt pas mal. Imaginons qu'ensuite, je veuille exploiter ces qualités et défauts en les mettant en face à leur contraire, par exemple. Donc là, j'ai patient. Donc, j'aurais pu avoir un étudiant qui mette impatient. Si mes étudiants ne le font pas, je peux aussi me connecter, moi, le prof, et puis rajouter ces adjectifs. Donc, patient, impatient, tac, je peux demander à mes étudiants quel est le contraire de patient? Je les sollicite à l'oral cette fois, hein, en gardant cet écran, voilà, en les rappelant à Zoom et en partageant mon écran du prof avec tous les résultats. Et je leur demande quel est le contraire. Et je peux déplacer en fait mes éléments. Et ça, c'est franchement, c'est très utile, surtout si on fait un exercice d'appariement, hein, comme ça. Tiens, j'ai quelqu'un qui vient d'écrire dessus. Merci, la paresse. Euh, Voilà, donc quelqu'un qui a dû copier-coller le lien. Super, lent, merci, ça s'affiche. Regardez, mes mains, elles sont en haut. Donc, c'est l'une des exploitations. C'est bien sûr pas, merci encore, créatif, c'est pas la seule. En tout cas, vous l'avez vu, pas d'inscription, un simple partage de liens et un résultat qui s'affiche là, au moment où je vous parle. Je vais m'arrêter là et voilà. Alors vraiment, merci beaucoup, ouais, Sarah, c'est très complet, sur les 2 outils là, très intéressant. Alors on a pas mal, enfin juste avant de passer la parole à Cynthia, peut-être une ou deux toutes petites questions rapides. Déjà par rapport à Digipad, est-ce qu'il y a un nombre limité de pads possible ou pas? Alors je suis tentée de dire que non. Emmanuel, tu me soutiens là-dessus? Moi, j'en ai une vingtaine. C'est ça, il n'y a pas de limite. Non, il n'y a pas de limite. Pas de limite. Non. On est d'accord, pas de limite. Donc, c'est quand même un gros avantage par rapport à Padlet, on est d'accord. Et deuxième petite question d'Adeline, c'était par rapport à comment dire, pardon, comme il n'y a pas de système de compte, comment est-ce que tu conserves les activités que tu as créées et comment tu peux y retourner après? Est-ce qu'il y a une limite dans le temps ou pas du tout? Ouais, tout à fait. Alors, c'est une bonne question. Moi, j'ai un compte, en fait. J'ai créé un compte. Donc, Emmanuel le disait tout à l'heure, c'est optionnel. Moi, j'ai tout stocké au même endroit et à partir de ma boîte mail et de mon mot de passe, je peux accéder à tout ça. Mais j'ai jamais reçu d'email de démarchage, j'ai jamais reçu d'email de confirmation d'inscription. C'est vraiment, il faut que moi, je me souvienne de ce que c'est.
C'est ça, très bien. Merci beaucoup. Alors, juste un peu par rapport à notre public, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'informations qui sont présentées par Emmanuel, par Sarah et puis par nos prochains collègues. C'est sûr que ce webinaire, ça n'a pas vocation à faire une formation sur l'utilisation de ces outils, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps. Là, l'idée, c'était vraiment de partager avec vous comment des collègues utilisent ces outils eux-mêmes. Et je suis sûr que voilà, vous pourrez rester en contact avec Emmanuel par rapport à ça et l'utilisation de ces outils. Est-ce que tu confirmes, hein, Emmanuel, parce qu'il y a beaucoup de questions justement sur la prise en main. Est-ce que évidemment, c'est des outils dont la philosophie d'utilisation, c'est la simplicité, mais bon, c'est peut-être pas forcément hyper simple pour tout le monde. Tu précisais tout à l'heure qu'il y aura bien des tutoriels, hein, c'est ça, qui seront disponibles? Oui, effectivement, même si les outils essaient d'être le plus intuitif possible, tout est relatif dans l'intuitivité numérique. Donc, oui, c'est. D'ailleurs, s'il y a des candidats pour aider à réaliser les tutoriels, hein, je lance un appel, parce qu'en fait, je les fais pas parce que je passe le plus clair de mon temps à développer les outils, à les enrichir, en créer de nouveaux. Donc, je trouve assez peu de temps pour faire les tutoriels, mais si quelqu'un est expert dans ce domaine et veut m'aider là-dessus, hein, c'est bienvenu. L'appel est lancé. À terme, il y en aura quoi qu'il arrive, mais je préfère pas annoncer de date. Non, bien sûr, bien sûr. Non, mais merci beaucoup pour ces précisions et merci beaucoup, Sarah. Je ne sais pas si tu vois, il y a des petites questions aussi hein, dans l'onglet questions. On demande si tu peux partager tes liens de pad, etc. pour voir un petit peu à quoi ça ressemble. Oui, tout à fait. C'est Emmanuel qui a créé quelque chose dont il parlera un petit peu plus tard, mais effectivement, le partage est au programme. Voilà. Exactement. On partagera tout ça avec vous. Très bien. En tout cas, ça soulève beaucoup de questions et beaucoup d'intérêt. Donc voilà, je suis très heureux de voir que les collègues sont intéressés par l'utilisation de ces outils. Et du coup, sans plus tarder, je vais passer la parole à Cynthia. Est-ce que tu es avec nous? Oui. Oui. Bonjour. Oui, alors, je vais partager mon écran. Bonjour à tous. Merci pour l'invitation. Merci pour aussi les outils de la digitale. Et puis, je vais rapidement expliquer ce que j'utilise dans le cadre de mes cours. Donc, les DigiTools pour une systématisation efficace de la conjugaison. Alors, donc, rapidement, je me présente. Je m'appelle Cynthia. Je suis professeure de français en ligne depuis 2016, donc un petit peu avant le Covid. Professeur aussi de phonétique à Middlebury College où j'y vais tous les étés depuis 2014 où j'ai généralement des classes de entre 10 et 15 élèves et professeur en ligne généralement je suis en individuel avec mes étudiants. Je suis également doctorante à l'université d'Aveiro au Portugal et youtubeuse à mes heures perdues où en fait j'ai décidé depuis les conditions sanitaires et la fermeture des écoles de créer quelques petites vidéos tutoriels qui expliquent un petit peu et qui vulgarisent un petit peu les théories qui se cachent derrière justement l'enseignement en ligne pour permettre aux collègues justement de donner des cours en ligne de qualité. Alors, donc, je vais présenter des outils et derrière, il y a tout un cadre en fait et un contexte pédagogique. Donc, dans mes cours, généralement, je suis en classe inversée. Ça veut dire que le plus gros des documents sont donnés avant le cours et je respecte aussi une approche actionnelle comme beaucoup des professeurs de français langue étrangère dans le monde. J'utilise ces outils bien évidemment en synchrone et dans un souci de pratique de l'oral. Donc, ça veut dire que c'est vraiment pour systématiser à l'oral, donc dans ce cas-là, la grammaire à l'oral. Et je suis fascinée en fait depuis quelques temps par les techniques de mémorisation des étudiants en médecine. Et donc en fait, il y a deux petites choses qui s'appellent le système de répétition espacée et la révision active. Et en fait, je me suis un petit peu intéressée à ça. Et donc dans la recherche, le fait d'extraire régulièrement une information de sa mémoire renforce la mémorisation. Et donc, grâce aux outils de la DigiTools, de la digitale, je suis capable de faire ça avec mes étudiants. Et donc, je vous invite avec ces liens qui vous seront partagés pour aller un petit peu plus loin si ça vous intéresse, justement, toutes ces techniques de rétention de l'information, mémorisation et toutes ces techniques de active recall, etc. Alors, donc, on a une explosion d'outils numériques qui existent depuis plusieurs années et d'autant plus maintenant. Mais il y a quelques petits problèmes avec ces outils numériques puisque certaines options sur certains sites sont
payantes et deviennent généralement gratuits au début, puis très rapidement, ça devient payant. On finit par avoir finalement trop de choix d'un outil à un autre, d'un site à un autre. Trop de choix, on se perd un petit peu et ça complique les choses au lieu de les simplifier. Il y a bien évidemment un vrai problème de protection des données, de collecte des données quand vous utilisez par exemple Quizlet, quand vous utilisez Kahoot, même si c'est super fun et super cool, il y a des problèmes de protection des données. Et finalement, le prof, il veut un outil simple, un outil simple, épuré, efficace pour pouvoir faire ses cours en ligne. Alors, je vous présente donc les digitools de la digitale et je vais vous montrer 2 options d'utilisation. Alors, premièrement, avec la roue et le tirage au sort. Donc, quand vous allez sur les digitools, sur le site de la digitale, vous avez justement tout ce choix. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Je pense que c'est assez clair quand même quand vous voyez. Donc, roue de la fortune, c'est une roue et vous mettez les éléments que vous souhaitez mettre. Les cartes, c'est un petit peu comme Quizlet. Tirage au sort, vous allez avoir des textes qui apparaissent, des petites phrases, des mots. La même chose avec des nombres, la même chose avec des images, un chronomètre, un compte à rebours, des dés, etc. Donc, nous, on va se focaliser aujourd'hui sur roue de la fortune et tirage au sort et je vais vous montrer un exemple concret d'utilisation. Donc, je fais ça généralement pour reprendre un petit peu l'idée de l'active recall. Je fais ça généralement en 4 étapes. Donc, je vais commencer avec mon étudiant par lui montrer un texte qu'il a travaillé en amont d'ailleurs, mais en compréhension écrite, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas tellement attaché au sens, à la structure du texte, mais plutôt il s'est focalisé sur le sens du texte. Et donc là, cette partie-là, on l'a fait ensemble pour s'attacher un petit peu plus, se focaliser un petit peu plus sur justement la structure du texte. Et donc là, en l'occurrence, relever des verbes. Ensuite, dans un deuxième temps, on commence à remplir en fait des tableaux ensemble. Il essaye de se souvenir un maximum de ces verbes qu'il a vus dans les textes, dans les audios, etc. Donc ça, c'est le premier rappel qui est un rappel linéaire puisque ça va être vraiment je, tu, il, nous, vous, il, etc. Ensuite, c'est là où on passe, justement, c'est là où j'utilise ces outils. Donc, j'ouvre roue de la fortune et tirage au sort et j'ouvre dans 2 onglets différents. Je les sépare et je fais 2 fenêtres Google, Google Chrome par exemple, ou peu importe votre Internet. Et je sépare et je fais moitié-moitié sur mon écran. Et donc, je le montre comme ça. Donc, par exemple, j'utilise la roue pour montrer justement des pronoms sujets. Et le tirage au sort texte, c'est pour moi l'occasion de mettre des verbes à l'infinitif. Donc, on fait ça pendant 5-6 minutes, pas plus, et on travaille et ça lui permet comme ça au hasard, sans que ce soit justement linéaire, de se souvenir, elle, avec se laver, elle se lave. Et c'est un peu difficile au début, mais plus on le fait et plus c'est simple. Et ensuite, dans un dernier temps, on le réutilise en contexte. Je lui pose une question toute bête. Est-ce que tu peux me rappeler ta journée type? Je lui laisse un petit peu de vocabulaire. Donc ça, c'est des choses que j'utilise d'un livre, d'accord, qui s'appelle Édito. Et voilà, il me partage avec beaucoup plus de facilité, beaucoup plus de fluidité. Justement, je me réveille à 7 heures, etc., etc. Voilà pour la première option. Vous pouvez aussi utiliser les digitools avec DigiScreen, d'accord? Et là, je vais vous montrer l'option avec des dés, un document PDF qui serait un document support que vous avez créé, par exemple, le tirage au sort et un chrono. Donc, voici DigiScreen. Donc, c'est une capture d'écran que j'ai faite de mon DigiScreen. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai tout d'abord commencé par rajouter ce document. Ce document, et vous voyez, je le rajoute avec cette icône doc. C'est un document PDF que j'ai fait moi-même, que j'avais l'habitude en fait de plastifier et de distribuer à mes élèves quand j'étais en présentiel, pour vous montrer que vos supports présentiels de jeu peuvent être utilisés en ligne. Et donc, ensuite, je vais ouvrir les dés, et vous voyez, c'est ici, les dés. Je vais en choisir 2 dés pour pouvoir justement bien utiliser mon tableau. Par exemple, s'il tombe sur le 2 et sur le 3, par exemple, il devra me conjuguer le verbe venir. Ensuite, il va me conjuguer le verbe venir avec quel sujet? Et bien justement, c'est là que j'utilise le tirage au sort, d'accord? Et dans le tirage au sort, je vais mettre la liste de tous mes pronoms sujets. Et donc, à chaque fois, on fera jeter, clic, tirer, clic, et il fera cet exercice-là de conjugaison. Ensuite, je peux, si je veux, rajouter un petit chronomètre. Voilà, comme ça, je me souviens bien qu'on fait un petit travail de 6 minutes.
Et éventuellement, je peux aussi rajouter une petite boîte de texte qui me permettra éventuellement de décrire ce qu'il m'a dit, corriger s'il y a eu des erreurs. Parce qu'en fait, le truc, c'est que je ne veux pas que mes élèves écrivent pendant le cours, parce que mes élèves, généralement, écrivent en asynchrone. Le synchrone, pour moi, c'est vraiment le moment pour systématiser un maximum l'oral, donc les structures grammaticales dans leur forme orale. Et vous savez très bien qu'en conjugaison en français, l'oral est très différent de l'écrit. Et donc, c'est pour ça que j'utilise ce genre d'outils à l'oral. Pour l'écrit, des outils de systématisation, vous en avez déjà plein. Ça peut être tout simplement des exercices lacunaires. Et donc, ça, c'est une très bonne option, un setup, une organisation pour faire travailler justement cette mémorisation de ces formes verbales à l'oral. Et voilà, j'ai été un petit peu vite, mais ne vous inquiétez pas, vous pouvez toujours me contacter par mail si vous le souhaitez. Vous pouvez me retrouver sur Internet avec tout simplement mon prénom et mon nom. Vous pouvez même aussi retrouver mes vidéos où j'explique ce genre de choses et je vous fais des tutoriels où je vous montre un petit peu mieux comment ça fonctionne. Et ici, justement, c'est une vidéo que j'ai faite sur DigiTools où je vous montre un petit peu comment j'ai créé ma roue et comment j'ai créé mon tirage au sort. Donc, vous pouvez simplement cliquer ici. Ou alors tout simplement, voilà, vous avez le QR code si vous le souhaitez. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cynthia. Vraiment très intéressant, ton partage d'expérience. Alors, on a vu, il y a pas mal de questions de collègues qui souhaitent éventuellement vous contacter. Donc, merci d'avoir mis à l'écran ton adresse email. Je ne sais pas si c'est OK pour vous, Sarah, Emmanuel. N'hésitez pas en tout cas à me dire si vous êtes OK pour partager vos adresses. N'hésitez pas aussi à l'écrire carrément dans le chat si vous êtes OK avec ça. Voilà, donc comme on dépasse un petit peu au niveau du temps, on reviendra à la fin sur des questions avec toi, Cynthia. Mais sans plus tarder, je voulais quand même passer aussi la parole à Véronica et Andrés en Colombie, à Barranquilla. Est-ce que vous êtes avec nous, Andrés et Véronica ? Si oui, vous pouvez allumer votre caméra et votre micro. Oui, je suis ici. Bon. Salut, je m'écoute? Ouais. Ouais, on vous entend très bien. Oui, moi aussi, je suis là. C'est parfait. Très bien. Je vous laisse la parole à tous les deux à ce moment-là pour nous présenter l'utilisation que vous faites des outils de la digitale dans votre Alliance française. Ouais, bien sûr. Bonjour tout le monde, je suis très contente d'être ici. J'ai eu un peu de problème à me connecter, mais finalement, je suis ici. Je m'appelle Véronique. Je travaille maintenant à l'Alliance française à Barranquilla, en Colombie. Et je voulais un peu vous montrer mon expérience avec les outils de la digitale. Je partage mon écran. Et je vais vous parler un peu d'un outil que j'ai eu l'opportunité de connaître précisément grâce à cet espace, c'est DigiSpring. Et je crois que Cynthia vient de parler un peu de DigiSpring. Et c'est un outil que j'aime bien, que j'utilise beaucoup dans mes cours en ligne. Normalement, on travaille avec Zoom. Cet outil, c'est très intéressant comme un tableau virtuel. C'est presque un tableau virtuel où on peut écrire et on peut mettre plein de choses. Je vais vous montrer un peu comment est-ce que j'utilise cet outil normalement pour préparer mes cours. Normalement, ce que je fais, c'est que je prépare mes cours. J'aime l'organisation et ici, ça te donne une option, ici, un choix de importer les écrans, de préparer ton cours et importer les écrans, exporter-les et après tu l'importes. Voilà, ici, il y a les cours que je préparais. Voilà, il y a un. D'accord, j'ai déjà gardé toutes mes activités. Et moi, j'aime la manière où je peux structurer tout le parcours de mon cours. Et voilà, j'ai ici le pas à pas de ce que je vais travailler et je peux montrer mes élèves d'une manière très organisée ce que je vais faire. Ici, il y a tous les documents dont je veux soin pour ma classe en ligne. Alors, c'est très facile de le faire.
Ici, il y a tous les outils pour écrire, pour introduire des images, des dessins, des vidéos, des docs, des audios. Et voilà, ce que j'aime bien, c'est que c'est vraiment simple. Je crois que c'est évident parce que toutes les options sont là, c'est trop clair. Tout le monde peut les remarquer et moi, j'adore que c'est vraiment simple d'utiliser. Voilà, c'est la première chose que je fais, c'est créer tout le parcours de mon cours. Je les garde et après, j'ai là. Quand je présente l'écran, tout est clair, ce qu'on peut faire, alors se facilite pour moi la tâche. Les élèves ne demandent pas toujours ce qu'on va faire parce que là, c'est déjà tout organisé et ça, j'aime bien. Aussi, quelque chose que j'aime bien, c'est qu'ici, on peut couper les vidéos. Moi, par exemple, si je vais faire une activité, je vais montrer une vidéo que c'est assez longue. Ici, avec DigiScreen, tu peux montrer la vidéo. Après, je présente un peu parce que c'est trop petite. Voilà. Ici, j'ai une vidéo. On était en train de parler de la théorie de complot, que bon, mes élèves aiment parler de ce type de sujet. Mais la vidéo était vraiment longue. Ça, c'était comme en 11 minutes, je crois. Et ici, je peux couper la vidéo. Je peux choisir quand est-ce que je veux que la vidéo commence. Ici, ça va commencer la minute 4. C'est vraiment la minute dont il commence à parler. Et je peux choisir aussi la fin, quand la vidéo va finir. Et tu peux regarder la vidéo sans annonce. Alors, c'est parfait, magnifique. C'est quelque chose que j'aime bien. Parfois, je suis sur YouTube. Il y a beaucoup de annonces. Mais ici, tu peux les regarder sans problème. Ça, j'aime bien. Aussi, il y a deux petits outils qui sont assez simples, on peut dire, comme aussi de faire des félicitations quand on fait des activités. Voilà. Mais je crois que, par exemple, pour les enfants, ils aiment bien de faire ce type de fêter qu'ils ont gagné un jeu. Ici, j'étais en train de faire un concours de épeler quelques mots. Ici, j'écris les mots. Ça, c'est pas clair. Mais ici, j'ai divisé l'écran. Voilà, parce que ça, c'est possible aussi. J'ai divisé l'écran. Je fais des équipes. Je fais un tirage au sort et je fais des équipes. Et voilà, à la fin, on a fêté qu'il y a quelqu'un qui a gagné. Et voilà, c'est simple. Mais les enfants aiment beaucoup ces moments. Bon, de se sentir qu'ils ont gagné, on peut de dire, voilà, bon travail, ça s'est bien fait. Et bon, c'est une outil vraiment simple, mais en fait, c'est quelque chose que j'utilise beaucoup avec mes enfants. Et finalement, je voulais montrer une petite vidéo d'une activité que je fais avec mes élèves. Ils ont un niveau B2, ils sont des adultes en fait, et parfois on pense qu'avec les adultes, on ne peut pas faire de jeux. Mais moi, c'est quelque chose que je fais presque dans une classe. Je fais des jeux, n'importe s'ils sont des adultes, des ados, des enfants. Et voilà, avec DigiScreen, je fais un jeu qui s'appelle Pictionary, qui en fait, je crois que c'est très populaire. Les élèves le jeu avec sa famille et ses amis. Et voilà, c'est quelque chose que c'est très courant. Et avec DigiScreen, ça c'est trop facile de le faire. Même, on peut démarrer les temps, on peut choisir les temps qu'ils vont prendre pour dessiner. Ici, on était en train de pratiquer, je crois, que c'était les vocabulaires de la santé. Alors, je fais un petit vidéo pour vous montrer un peu. Ici, j'avais déjà divisé les équipes, j'ai fait un tirage au sort et tout ça. On a un volontaire qui va désigner de la première équipe. Nous avons ici l'option d'annoter les couleurs. Et ça avait déjà les mots parce que j'ai envoyé un message. C'est un jeu très simple, mais c'est vraiment amusant seulement de voir comment il dessine. Voilà, on peut rigoler. La norette. Oui, je répète que c'était le vocabulaire de la santé. Quelqu'un est mort. Non. Je ne sais pas. L'accident. Presque comme un accident. L'injection. Non. L'éternement. Blessure. Blessure.
C'est bien, ouais, allez, on est première équipe à deviner. Elle est heureuse. Et voilà, et continuons. En fait, la vidéo était vraiment longue, c'était presque comme, je sais pas, 17 minutes. Je voulais faire une activité vraiment courte, mais ils ont vraiment aimé le jeu. C'était vraiment engagé à jouer et dessiner. Voilà, je adorais normalement faire ce type de jeu avec eux. Et bon, ouais, j'étais un peu inquiète parce que des élèves qui ont, peut-être ils ont des adultes, ils sont un peu âgés. Et parfois, pour eux, c'est difficile d'utiliser tout ce outil technologique. Mais avec DigiScreen Command, tout c'est vraiment simple. Je n'ai pas pris beaucoup de temps pour expliquer tout ce qu'ils doivent faire. Alors, c'était vraiment facile pour moi de réaliser ce type d'activité. Je laisse la parole maintenant à Andrés. Ok, merci Véronica. Donc, je vais vous parler d'un grand avantage qui a la plateforme, qui a le site internet, qui est que tu peux créer différentes pages où nous pouvons travailler, où nous pouvons faire les différents jeux, les différentes activités avec les apprenants. Donc, merci Véronica. Si tu veux passer. Ah oui, désolée. Je suis l'assistante. Okay. Ah oui. OK. D'abord, je n'ai pas demandé un jeu spécifique à travailler. Donc, j'ai partagé l'écran. Pardon, j'ai partagé le lien à mes étudiants. Donc, ils ont exploité la page pour eux-mêmes. Donc, ils m'ont proposé de faire 2 jeux. Le premier jeu, c'est de mettre en ordre la conjugaison d'un verbe. D'accord? Vous pouvez, d'accord? Et on a fait le jeu de mettre en ordre le verbe vouloir. C'est un jeu d'un garçon qui a proposé de le faire pendant le cours. OK. Véronica, le suivant. Et le numéro 2, c'est le vocabulaire à travers le jeu de Pictionary où nous pouvons... OK, le jeu a été créé par une fille qui l'a proposé. Donc, sa fille a fait le jeu avec un dé, elle a demandé d'une personne pour le jeter. Après que la personne a jeté le dé, il a écrit au privé, dans son message privé, un mot. Donc, okay, les autres doivent deviner quel est le mot, quel est le dessin, avec un vocabulaire spécifique dans ce côté-là. À gauche, c'est les animaux, et après, l'autre jeu, le vocabulaire s'agitait de l'école. Donc, Véronique, est-ce que tu peux me permettre de partager mon écran, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, j'arrête. Merci. Donc, mais comment on fait ce jeu dans la plateforme de DigiStream? Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez. OK. OK. Est-ce que vous pouvez regarder mon écran? Véronica? Véronica, tu peux regarder mon écran? Oui, je peux, ça montre, oui, je veux. OK, comment on peut travailler ici? Donc, par exemple, le premier jeu que le garçon a fait, on peut faire le TAT, okay, le test à trous. OK. Il a fait pour ordonner les mots, on peut travailler le suivant. OK, j'ai déjà créé un. OK, d'abord, on peut diviser le tableau, la page, le site internet en deux, mais comme on le fait avec une grille, OK, avec le grille, on peut choisir le nombre de colonnes, on peut dire 2 pour travailler en groupe, OK, une compétence, et on doit valider, d'accord? Le cran se coupe en deux. Après, on peut placer les activités qu'elles doivent faire dans un temps. OK, on peut démarrer. D'accord. Comment on le fait? On prend le chrono. OK, on choisit le chrono pour voir quel est le temps limite ou quel est le temps
où ils peuvent travailler. Aussi, pour faire ce type d'activité, on peut le faire à travers ici on dit répondre aux questions, et on doit écrire quels sont les mots à travailler, n'importe quel vocabulaire, n'importe quel thème, n'importe quel sujet. Je le fais de la suivante manière. Après, il faut valider, pour commencer les jeux, valider. Ici, tu peux faire ou tu peux mettre l'écran à l'écran complet, d'accord? Et les étudiants, les apprenants vont mettre en ordre, par exemple, avec le verbe appeler, il, elle, tu, il, elle, etc. Après, tu dois vérifier on l'a fait mal, mais si tu le fais correctement, par exemple, félicitations, bravo, tu peux féliciter aux étudiants qui ont gagné, par exemple, ici, bravo, autant de fois, on peut retourner ici aussi, on peut le faire de la même manière. Donc, mais dans ces cas-là, s'ils vont travailler par compétition, c'est une compétence, il faut simplement valider sans le plan écran et on peut démarrer le temps pour savoir qui sont les personnes qui le font dans un temps très court. Donc, on peut aussi, on va mettre une pause. On peut aussi faire d'autres jeux dans une autre page. On peut se limiter, oui, les pages sont limitées, on peut faire 7, mais comme on le fait, par exemple, ici, option, un numéro de page, on peut choisir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pages où nous pouvons travailler. Mais c'est limité, mais c'est très important parce que nous pouvons faire beaucoup de jeux à travers les différentes pages. Donc, par exemple, si le deuxième jeu qu'une fille a fait pendant mes cours avec l'exploitation de la digitale, de DigiScream, elle a fait les jeux de Pictionary. Donc, on l'a fait, on doit mettre en place le dé. On choisit le dé. Quantité de dés 1. On met la partie où ils vont dessiner. Ici, dessiner. Et s'il n'y a pas de volontaire, tu peux écrire, ou nous pouvons écrire le nom des apprenants. Et après, on doit valider, tirer. D'accord. Par exemple, si Emmanuel a été choisi, il va jeter le dé. Il a un cadre. On peut lui écrire par message privé un mot. Et après, elle doit dessiner. On va faire la partie de noter. Choisir le stylo, l'exemple, et il peut faire n'importe quel dessin, mais ça dépend du jeu, du vocabulaire que nous allons travailler. Etc. Donc, c'est très important parce qu'on peut faire, la différence d'autres pages, c'est que tu dois retourner en arrière pour faire un nouveau jeu. Par exemple, si on travaille sur Learning Apps permet de travailler un jeu un par un. Mais si on peut travailler tout en même temps avec les différentes pages que nous avons ici, on peut le créer à notre avis. Merci. Pardon, merci beaucoup. Oui, merci Andrés, merci Véronica pour la présentation de ces petites activités et comment les mettre
à profit en classe. Merci à tous. Alors, je crois qu'on a perdu Sarah, malheureusement. À mon avis, elle a perdu sa connexion Internet. Elle va peut-être nous rejoindre pour répondre à 2-3 questions. Et puis, Andrés, si tu veux rester avec nous, vraiment, n'hésite pas, parce on va peut-être conclure ce webinaire avec quelques petites questions à vous tous. Alors, des petites choses un peu techniques ou quoi, mais alors déjà par rapport à la prise en main par les professeurs et l'explication, l'utilisation de ces outils, est-ce que toi, Emmanuel, tu prévois un jour de former peut-être des professeurs à ça? Est-ce qu'il y a des choses que tu envisages au-delà de la simple mise en ligne qui est déjà énorme, hein, de tous ces outils? Est-ce que tu souhaites aussi proposer des choses pour les enseignants dans le cadre de formation ou pas du tout? Oui, c'est pas exclu. En tous les cas, je dirais pour l'instant, j'ai vraiment le nez dans le guidon pour le développement des outils, et c'est vu que pour l'instant je suis seul pour la mise en place du projet, c'est vrai que ça laisse peu de place pour s'étendre sur les tutoriels. Je remercie d'ailleurs Cynthia qui a fait une super vidéo sur DigiTools, mais c'est vrai que c'est pour ça que je faisais un appel pour si des personnes veulent prendre part au projet, c'est tout à fait possible. Je rebondis juste sur une question que j'ai vue dans le chat, effectivement, sur une remarque plutôt. Les outils sont gratuits, mais pas open source pour l'instant, hein. Donc c'est quelque chose qui est en cours de réflexion. J'ai pas de souci en fait à publier le code dans un premier temps. Mais ce qui m'inquiète un petit peu, c'est la manière dont sera utilisé après les outils. Je préfère pour l'instant, si des institutions sont intéressées pour déployer les outils dans leur établissement, il n'y a pas de souci. Et de toute façon, les outils, hein, parce que je voyais un message justement qu'on ne peut pas confier des outils propriétaires aux apprenants, que c'est difficile d'utiliser des outils propriétaires avec des apprenants. Donc, dans le cas de Google et autres, effectivement, il y aura du traitement de données. Là, la Digitale ne connaît rien. Elle ne connaît absolument pas le nom ni l'adresse mail. À aucun moment, on vous demande votre adresse mail. À aucun moment, on ne connaît l'identité. Donc, il n'y a pas de risque. Après, si vous préférez avoir les outils et les données sur vos propres serveurs, n'hésitez pas à me contacter. Je vous donnerai l'adresse mail en fin de webinaire. Mais en tout cas, c'est tout à fait possible, hein. Donc, ils ne sont pas open source pour une raison, enfin c'est en cours de réflexion, mais pour une raison qui est assez claire dans mon esprit, mais ça peut tout à fait être déployé dans d'autres établissements. Ça reste. L'idée, c'est que ces outils soient utiles. Donc, il n'y a pas de démarche marketing. Vous n'aurez jamais de newsletter de la Digitale, tout simplement parce que j'ai pas d'adresse email. Donc, il n'y a pas de. D'ailleurs, c'est assez reposant et je suis très très en paix avec cela. De se détacher totalement de la dimension marketing du projet. Il n'y a pas de marketing sur la Digitale. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir sur la gestion des données, pour répondre à la question de Florence, je crois. C'est ça. Alors, et du coup, je vois une autre question qui arrive, peut-être pour toi, Sarah, parce que au début du webinaire, hein, on a bien précisé que c'était pas obligatoire de créer des comptes pour pouvoir accéder à certains de tes outils, Emmanuel. Et Sarah avait par contre précisé qu'elle, pour garder une trace de tous ces murs partagés sur Digipad, elle avait justement créé un compte. Est-ce que c'est ça, hein? Oui, alors effectivement, Digipad, c'est le seul outil sur lequel il y a la possibilité de créer un compte, mais si vous allez sur la page, d'ailleurs que j'ai sous les yeux, je pense, en fait, c'est un réflexe de créer un compte avec une adresse mail, car on a tellement l'habitude de voir cela que c'est devenu une habitude. Mais en fait, si vous regardez bien sur la page de Digipad, alors déjà, vous pouvez créer autant de pads que vous voulez sans créer de compte, hein. Ça, c'est déjà un premier point important. Si vous allez sur s'inscrire, là, si on regarde bien, il y a écrit identifiant, entre 3 et 24 caractères, lettres non accentuées, etc. À aucun moment, on demande une adresse mail. Donc, ça peut être un réflexe de mettre son adresse mail, car c'est comme ça que fonctionnent la plupart des outils, mais en tous les cas, c'est pas du tout obligatoire. Donc, c'est pour ça également que c'est important de bien se souvenir de son mot de passe.
En fait, il n'y a aucun moyen de retrouver ces contenus si on ne les prend pas directement en note. C'est pour ça que je parlais d'outils exigeants, entre guillemets, car ça nécessite une action volontaire de l'utilisateur, à part sur Digipad, où là, effectivement, on peut créer un compte, mais sans adresse mail, je le précise bien. Rien ne vous empêche de mettre votre adresse mail si vous arrivez à vous en souvenir plus facilement, mais ce n'est pas exigé. D'accord. Peut-être alors une question pour nos amis enseignants, mais est-ce que l'utilisation de ces outils vous permet de gagner du temps justement dans la préparation de vos cours, en particulier les cours à distance, ou pas en fait? Ou est-ce que dans votre pratique au quotidien, vous avez complètement abandonné tous les autres types d'outils, Kahoot et compagnie, ou est-ce que vous les avez gardés? Et voilà, est-ce qu'au niveau de la préparation du temps, ça vous facilite la vie d'utiliser la digitale ou pas? Alors, c'est à qui veut répondre? Vraiment, c'est libre. Vas-y, Cynthia. Ouais, je pense que comme c'est centralisé, on gagne du temps à ce niveau-là. Parce que si, par exemple, il y a quelque chose qui me plaît bien, une fonctionnalité qui me plaît sur WooClap, par exemple, mais je préfère le côté quiz collaboratif avec Kahoot, je suis toujours obligée de pareil, encore une fois, organiser mes liens de toute façon. Et en fait, finalement, avec DigiScreen, par exemple, on peut vraiment avoir pas mal d'outils qui sont déjà présents sur l'écran. Donc, ça fait gagner du temps de toute façon. Après, je pense que pour tous les professeurs qui sont encore avec nous, sachez-le, de toute façon, préparer un cours en ligne, ça prend de toute façon du temps. Et donc, est-ce qu'on gagne vraiment du temps? Au final, peut-être pas vraiment, mais je pense que la digitale, c'est vraiment des outils, je trouve, c'est simple, c'est au même endroit, c'est pas compliqué, c'est vraiment facile d'utilisation et on gagne quand même du temps, quoi. D'accord. Et vous, en Colombie aussi, vous utilisiez d'autres outils avant et ça vous avez changé du coup pour la digitale? Alors, Véronica, on ne t'entend pas. Il faut allumer ton micro. Véronica, tu veux ton micro? Ok, tu n'as rien dit. Ok, donc, de notre part, nous trouvons ça intéressant parce que nous pouvons, oui, organiser un peu plus les activités digitales. Ok, et on peut exploiter d'une meilleure manière nos activités. Et les étudiants ont bien profité des activités à travers cette plateforme. Donc, une jeune fille m'a dit qu'elle se sent avec mon professeur pendant les activités parce qu'il exploitait la page pour elle-même. Donc, elle m'a félicité et ça félicitait elle-même parce qu'elle est capable de transmettre des informations très simplement et que les autres puissent bien travailler. D'accord. Et est-ce que j'imagine que vous êtes tous maintenant dans cet état d'esprit, cette démarche de ce qu'on appelle la gamification, c'est ça, hein, c'est un peu le mot à la mode, de rendre un peu amusant et interactif les cours. Et du coup, on a bien vu dans les exemples que vous avez montrés que voilà, vraiment pour le coup, les outils, notamment DigiTools, ça permettait ça. En tout cas, je ne sais pas si vous avez des commentaires à faire par rapport à ça. Oui, bien sûr, ça montre qu'en fait, même en ligne, on peut quand même continuer à jouer. Moi, j'ai par exemple 2 énormes sortes de tiroirs en plastique remplis de jeux plastifiés, de dés, de pions, etc. Et c'est vrai qu'il y a 4 ans, quand j'ai basculé en ligne comme ça, parce que c'était une nécessité budgétaire, disons, je me suis dit, c'est fini, j'arriverai plus jamais à utiliser tous mes plateaux de verbes et en fait, j'ai trouvé, à l'époque, j'avais trouvé 2-3 petits trucs pour lancer des roues, des dés, etc. Mais c'était vraiment des sites lourds, pas esthétiquement satisfaisants. Et donc, c'est vrai que là, je vais être sincère, depuis la digitale, je reprends un petit peu plus les jeux. J'avais un petit peu laissé de côté. Je suis très contente. Oui, Véronica, oui, bien sûr. Finalement, je peux dire quelque chose. Bien je sûr. ne sais pas ce qui s'est passé avec Webinarvant, mais oui, moi, j'aime le jeu. Normalement, je le fais tous les temps avec les adultes, les enfants, les adultes. Je crois que c'est une bonne manière de faire engager les élèves d'une manière différente. Avec la digitale, ça c'est trop facile. Toute cette partie, on peut créer des jeux tout simplement. On a tous les outils là. Par exemple, avec DigiScreen, tout c'est là. Alors, c'était un tableau
intelligente, virtuelle. Alors, si peut-être les tableaux en humain, que voilà, toi, tu peux faire, tu peux écrire, tu peux désigner, tu peux mettre le plus important, tu peux organiser tous les cours, tu peux mettre ton parcours, et ça, c'est vraiment facilement. Avec d'autres outils, peut-être on prend du temps, on doit expliquer aux élèves tout ce qu'on doit faire, tous les choix, tous les paramètres. Mais là, c'est vraiment simple. Tout cela, c'est évident pour les élèves. Soit c'est quelque chose que j'aime vraiment. Et oui, c'est vraiment très facile à l'utiliser. Merci. Oui, comme Véronique a dit. Oui, pardon, André. Okay. Non, comme Véronique a dit, ouais, c'est très simple à utiliser, mais très important parce qu'il y a beaucoup d'outils qu'on peut utiliser et n'importe quel public le peut l'utiliser. On peut travailler avec des adultes, des enfants, et des jeunes, des adolescents. Donc, il faut bien exploiter le site pour lui-même parce qu'on peut aussi proposer des activités, comme il peut nous proposer des activités à faire par eux. Effectivement, c'est très cool. Et je rebondis justement sur ce que viennent de dire Andrés et Véronica. C'est vrai qu'ils nous ont très bien présenté DigiScreen. Et DigiScreen, c'est un petit peu la table de mixage de l'enseignant. Et d'ailleurs, on voit que l'enseignant en ligne est un petit peu un DJ pédagogique. Et c'est un peu l'objectif de DigiScreen, d'avoir sous la main le DJ a ses vinyles et ses CD, le prof a ses documents, ses activités ludiques, et DigiScreen permet justement de mixer tout ça, de l'avoir sous la main. Je le précise parce que je crois que c'est la question que j'ai eu le plus eu depuis le début du projet. DigiScreen n'est pas collaboratif. Donc Andrés l'a bien justement précisé dans sa présentation. Donc c'est pas un outil donc c'est un outil d'animation qu'on peut utiliser en partage d'écran ou dans la classe avec un vidéoprojecteur. D'ailleurs, c'était initialement, c'était l'utilisation prévue pour DigiScreen. Il se trouve que ça marche bien en classe virtuelle également. Et également, ce qu'il y a à savoir, c'est que DigiScreen, tous les contenus que vous ajoutez dans DigiScreen ne sont pas téléversés vers le serveur. Donc, c'est un outil qui, en fait, fonctionne hors ligne, à part le chargement initial. Donc, vous pouvez charger des 200-300 mégas de contenu si vous voulez. Il n'y a rien qui est transféré vers les serveurs de la digitale. Et c'est le cas de la plupart des outils. En fait, il y a très peu de contenus qui sont hébergés sur les serveurs de la digitale. Tout simplement car ça coûte cher aussi d'héberger des contenus. Très bien. Alors, je sais que tu voulais parler un petit peu d'autres outils un petit peu moins connus, entre guillemets. Je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Là, ça va un peu exploser. On a déjà explosé la montre. Effectivement. Je crois que jamais je vais utiliser Padlet parce que maintenant que je connais, c'est de la digitale. Bon, je suis tombée amoureux. C'est parfait. Oui, parce qu'on perd du temps avec en cherchant sur Internet n'importe quel site pour travailler, mais avec la digitale, tous les outils sont ensemble. Donc, il faut entrer sur la digitale et tous les applis sont là. D'accord? On ne perd du temps en cherchant sur Internet le site parfait. Non, n'existe pas, mais avec la digitale, il y a plein d'outils pour notre cours, bien sûr. Ouais. Et donc du coup, ouais, donc sur le lien là qu'on a partagé là de justement Digipad, il y aura des explications sur les autres outils que tu proposes. Oui, effectivement. Là, on a assez peu évoqué finalement les outils de création, mais c'est vrai que si on avait eu plus de temps, j'aurais présenté le nuage de mots, qui est un support que j'aime beaucoup. Vous en trouverez un d'ailleurs sur Digipad, sur le contenu partagé. Où on aurait pu faire un petit jeu avec les participants. Mais vous trouverez justement, Sarah a mis une carte lexicale créée avec DigiCard. Donc, Véronica a parlé du découpage de vidéos. Donc, on peut faire dans DigiScreen, mais il y a DigiPlay qui permet de visionner des vidéos YouTube sans publicité dans un environnement plus adapté à un contexte pédagogique. Donc, il y a toute la partie création multimédia. Créer des QR codes, des liens raccourcis, donc des outils qu'on utilise beaucoup au quotidien. Donc, ce sera l'occasion de faire un autre webinaire là-dessus, peut-être. Oui, peut-être, effectivement.
Et alors, avant de nous quitter, une dernière question qui m'a paru très intéressante, c'était est-ce qu'on prévoit de partager justement des ensembles d'activités ou des pads ou des écrans dans un espace de partage mutualisé, en fait. Alors, à vous de me le dire, en fait, parce que j'ai prévu un petit sondage pour finir. D'ailleurs, je vais juste l'afficher si c'est OK, Martin. Bien sûr, vas-y, je t'en prie. Je vais juste le lancer. Donc, c'est un sondage donc, auquel vous n'êtes pas. Enfin, vous pouvez. Je le laisserai ouvert un certain temps, hein, donc vous pourrez y répondre bien en dehors de ce webinaire. Mais c'était justement quels sont les prochains outils de la digitale. Donc, je passe rapidement sur. C'est ça, parce qu'il y a quand même beaucoup de questions aussi, tu vois, sur l'intégration de certains outils dans des plateformes d'enseignement à distance ou dans des outils de visio. Il y a vraiment plein à mon avis, voilà, un bel avenir en tout cas pour tout ça. Et c'est vrai que cet espace de partage, ça pourrait être intéressant. Oui, alors ça fait donc sous le lien raccourci donc dgxy.link/pod. Donc vous pouvez je vais le mettre dans le chat également pour le. Donc c'est un sondage Digistorm qui permet qui justement évoque les potentiels futurs outils de la digitale. En fait, ma liste d'outils potentiels est tellement longue que je pense ne jamais avoir le temps de tout réaliser, mais il y a beaucoup d'idées, beaucoup de collègues avec lesquels qui sont entrés en contact avec moi, qui ont fait des propositions. Donc il y a beaucoup de projets sur le feu, mais malheureusement les journées ne font que 24 heures. Mais donc en tous les cas, n'hésitez pas à aller sur le sondage que je viens de publier, cochez bien que 3 outils. Parce que la liste est longue, vous verrez, cochez-en bien les 3 qui vous intéresseraient le plus. Et justement, je les mettrai en ordre de priorité sur les tâches de développement. Aussi, je ne pouvais pas prévoir d'intervenir durant un webinaire sans un effet d'annonce quand même. Donc sur Digistorm, Sarah a très bien montré le sondage et le remue-ménage. J'ai ajouté le week-end dernier les questionnaires qui étaient très demandés, donc un petit peu, si vous voulez, un peu à la Kahoot et un peu à la Quizzes. Donc soit en live, soit en synchrone, soit en asynchrone. C'est encore à l'état de test, mais moi je l'ai testé en début de semaine, ça marchait plutôt bien. Donc n'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Donc une sorte d'alternative un peu, peut-être un peu moins fun. Il n'y a pas des personnages qui sautent et qui vous donnent des super pouvoirs. C'est un peu plus sobre, mais ça devrait marcher. Et en tout cas, pour terminer, sur cette idée de partage de vos séquences pédagogiques, de vos murs, etc., IFProf est là pour ça. Donc, ça pourrait être intéressant aussi, pourquoi pas, de réfléchir à un groupe, la digitale, les outils de la digitale en classe. Oui, ça c'est une proposition intéressante, Martin. Il faudra qu'on y réfléchisse. Dans la liste des outils, je mettais justement DigiShare, qui est prévu pour être une plateforme de partage, mais effectivement, le IFProf peut être un endroit tout à fait approprié. Il faudra qu'on en discute, effectivement. Un dernier effet d'annonce, peut-être. On verra bien. Vu que la digitale n'a pas de tribune, n'a pas de newsletter et rien, donc c'est effectivement intéressant de. Oui, tout à fait. J'ai affiché à nouveau le lien que Martin et moi avons déjà partagé dans le chat. Donc c'est pour retrouver. D'ailleurs, on va le remettre peut-être dans le. Tous les liens du jour, oui. Ouais, tous les liens du jour, donc centralisés au. Non, voilà. Non, on a partagé ensemble. C'est ça. Ouais, moi j'ai pas mis le bon, mais toi t'as mis le bon, pas moi. Ça devrait être bon. Et aussi, si vous avez des questions, donc l'adresse mail c'est facile, c'est ez@ladigital.dev. De toute façon, sur la page d'accueil du site, vous avez la possibilité d'envoyer un message. C'est assez facile d'entrer en contact.
Eh bien, ça va être l'heure de nous quitter. Désolé d'avoir allongé ce webinaire de presque 30 minutes, en fait, mais je crois que c'est des questions qui intéressent énormément les collègues et qui les aident dans leur pratique au quotidien, dans l'enseignement du français au quotidien partout dans le monde. Donc, encore une fois, un immense merci à vous, Emmanuel, Cynthia, Andrés, Véronica et aussi Sarah qui a dû nous quitter malheureusement parce qu'elle avait un cours, justement. Donc, merci encore une fois à tout le monde. Vous avez vu tous les liens pour les attestations. Je vous en prie, allez-y, téléchargez, remplissez, il n'y a pas de problème. Et moi, je vous retrouve donc le mois prochain pour un nouveau rendez-vous, un nouveau webinaire IFProf sur d'autres questions d'actualité autour de l'enseignement du français dans le monde. Voilà. Merci à tous, encore une fois, et bon courage à tous pour la suite. Merci, merci. Merci. Au revoir. À bientôt. Merci, au revoir.